Bonsoir mes amis, ce soir on continue de découvrir la littérature classique russe. Une découverte qui, loin de nous enfermer dans le passé et dans l'abstrait, peut en dire beaucoup sur nous-mêmes, comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos. Ces œuvres sont anciennes, mais l'humain ne change pas. Ces œuvres continuent de parler de nous, de nos doutes, de nos impasses, de nos habitudes aussi, et de nos aspirations. La pièce de théâtre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Oncle Vania d'Anton Tchekhov. Une pièce simple et ordinaire en apparence, je veux dire une maison de campagne, une famille, des silences, des regrets, des désirs étouffés. Mais derrière cette façade tranquille, il y a un monde à découvrir. Un monde d'âmes épuisées, de rêves déçus, des vies suspendues. Et c'est une nouvelle fois un monde qui nous ressemble, du moins pour certains d'entre nous. Quand je parle de vie suspendue, je veux dire par là des existences comme en pause, en attente, comme immobiles. Des vies où on continue de respirer, de manger, de faire semblant, mais sans mouvement intérieur, sans réelle direction, sans élan vital, sans conviction. Celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne ont dû constater qu'on retrouve souvent cette apathie dans la littérature russe. Et comme on va le voir ce soir, c'est le cas de plusieurs personnages dans cette pièce. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de résumer la pièce, parce que je ne souhaite pas dévoiler l'intrigue, mais je prendrai le temps de vous présenter les personnages principaux, en tentant de proposer une analyse psychologique nuancée pour chacun d'eux. Ce soir, je vous propose donc un plan en deux grandes parties. D'abord, un rappel du contexte dans lequel Tchekhov a écrit cette pièce. Ensuite, on prendra le temps de plonger dans la psychologie des quatre personnages principaux. Vania, Sonia, le professeur Serebriakov et Yelena, en essayant de comprendre ce que cette œuvre, qui est une œuvre prépondérante de la littérature russe, peut encore nous apprendre sur nous-mêmes aujourd'hui. Anton Tchekhov est né en 1860 à Taganrog, qui est une ville portuaire du sud de la Russie, pas loin de Rostov. Il meurt de la tuberculose en 1904. Il était à la fois médecin et écrivain, ce qui d'ailleurs se sent dans ses œuvres. Je veux dire par là qu'il aime observer ses personnages comme un clinicien, et il ne juge jamais. Il ne fait que montrer ces êtres humains, dans leurs forces, mais aussi dans leur lâcheté et dans leurs contradictions. Tchekhov est surtout connu pour ses nouvelles, qu'il a écrites par centaines. Si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à les découvrir. Elles sont souvent très courtes, mais très profondes. Et l'une d'elles m'a particulièrement marqué, Volodia. Une nouvelle bouleversante, très brève, mais qui touche à la solitude et au désarroi intérieur. Je vous la recommande. Mais ce soir, on va se tourner vers une pièce de théâtre, Oncle Vania, qu'il a écrite en 1897. On est alors dans une Russie en transition et dans un monde en train de décliner. Je parle de la petite noblesse provinciale. Ce sont des familles modestes, autrefois influentes, mais qui vivent désormais à l'écart des grandes villes. Et elles vivent dans un quotidien reclus et comme figé, je veux dire sans véritable élan. Et donc, ce monde de la petite noblesse provinciale continue d'exister, mais sans vraiment croire en son avenir. C'est un monde fatigué, désabusé, mais qui ne se révolte pas, et qui s'installe doucement dans la résignation. Et c'est ce monde figé, sur le déclin, que Tchekhov choisit de représenter dans cette pièce de théâtre. Un domaine rural, un professeur vieillissant qui revient s'y installer avec sa jeune épouse, et avec ceux qui l'ont servi toute leur vie sans rien en retour. Mais dans cette pièce de théâtre, il y a un calme faux. La tension monte lentement. Il n'y a pas d'action spectaculaire, ni de rebondissement, mais les frustrations s'accumulent.
Les non-dits empoisonnent les relations et chacun se replie sur sa propre fatigue. Je parle pas d'une fatigue physique, je parle d'une lassitude mêlée au regret. Il faut bien comprendre que dans cette pièce, on assiste à l'usure des liens. On assiste à l'éclatement progressif d'un équilibre relationnel et psychologique fragile. Il n'y a pas de drame qui fait irruption, mais cette lassitude ronge tout. C'est une fatigue souterraine qui traverse la pièce du début à la fin. Elle ne s'exprime pas librement, mais elle transpire partout. Chekhov disait que ces pièces n'avaient pas d'intrigue, mais que c'était la vie elle-même qui faisait l'intrigue. Et c'est exactement ce qu'on ressent ici. Oncle Vania, c'est le théâtre de l'inaction, de l'attente, de la fatigue de la vie, mais dans une tension omniprésente. Et si cette pièce nous fait écho, c'est parce qu'elle parle avec justesse de ce que c'est que vivre, sans comprendre ce qui donne du sens à sa vie. Comme je le disais en introduction, dans cette pièce, il y a des existences comme suspendues, des vies comme en pause ou en attente, sans mouvement réel, des vies où on continue de respirer, de manger, de faire semblant, mais sans impulsion intérieure, sans véritable direction, sans élan vital. C'est le cas de plusieurs personnages dans la pièce. Vania a mis sa vie entre parenthèses pour servir le professeur, et maintenant qu'il ouvre les yeux, il ne sait plus quoi faire de sa vie. Sonia vit dans l'ombre, dans un renoncement doux, prise dans l'attente d'un amour qui ne se réalisera pas. Le professeur Serebriakov, malgré son agitation apparente, est enfermé dans une forme de répétition stérile de lui-même. Je veux dire qu'il se répète. Il revient toujours sur les mêmes plaintes, les mêmes discours, les mêmes obsessions. Sa santé, son inconfort, ses mérites passés. Mais tout ceci sans que ça n'aboutisse à rien, ni pour lui, ni pour les autres. Et enfin, Yelena, qui est figée dans un mariage sans amour, incapable de partir et incapable de rester vraiment. Voilà pourquoi je dis que ce sont des gens qui vivent, mais sans enthousiasme, sans décision, sans même véritable présence au monde. Ils attendent que quelque chose change, mais ils ne savent pas quoi. Et surtout, ils ne font rien pour que ça change. Ils ne prennent pas en main leur vie. Et en ce sens, on peut dire qu'ils survivent plus qu'ils ne vivent. Vania a 47 ans. C'est un homme cultivé, sensible, discret, qui a passé sa vie à gérer le domaine familial pour son beau-frère, le professeur Serebriakov. Pendant des années, il a travaillé dans l'ombre, convaincu de servir une cause plus grande que lui, de participer à l'œuvre d'un grand homme. Mais il faut bien comprendre qu'entre Vania et le professeur, ce qui s'est joué, c'est en réalité une désillusion profonde, une trahison silencieuse et un sacrifice unilatéral. Pendant 25 ans, Vania a tout donné pour le professeur. Il a géré le domaine, il a envoyé l'argent, il a traduit les articles du professeur, il a renoncé à sa propre vie, à ses désirs, à ses rêves. Il a vécu dans l'idée qu'il servait un intellectuel brillant, un pilier de la pensée russe, un homme supérieur. Il croyait en lui, il croyait en son œuvre et en son importance. Mais au moment où la pièce commence, Vania a ouvert les yeux. Il découvre que le professeur n'a jamais été le penseur exceptionnel qu'il croyait. Finalement, il constate que ses écrits sont médiocres, oubliés, et qu'ils ne suscitent ni admiration ni gratitude. Il découvre un homme arrogant, pleurnicheur et égoïste. Et ce qui croyait être une vocation se révèle d'un coup comme une servitude. Vania a sacrifié sa jeunesse, son énergie,
sa vie entière, pour rien. Le professeur revient s'installer au domaine avec sa jeune femme, Yelena. Il ne remercie personne. Il se plaint, il exige, et pire encore, il propose de vendre le domaine. Ce domaine qui est la seule maison de Vania et de Sonia. La seule chose qui reste de leur sacrifice. Alors là, Vania explose. Il réalise qu'il a été exploité, ignoré, méprisé, qu'il a donné sa vie pour rien. Il tente de tuer le professeur, dans un geste maladroit, pathétique. Il échoue, et il retombe dans l'abattement et le mal de vivre. La figure de Vania est celle du désenchantement. De ce moment de milieu de vie, on se rend compte qu'on a couru pour les autres, qu'on a porté des projets, des institutions, des personnes, et qu'on s'est oublié soi-même. Aujourd'hui encore, combien sont ceux qui, à 40 ou 50 ans, réalisent qu'ils ont tout donné pour une entreprise, pour une cause, pour une image, et que rien de tout ça ne les a nourris. Vania, c'est une incarnation du burn-out existentiel. Il nous montre ce que c'est que d'avoir été fidèle à une idée et de découvrir qu'elle ne valait pas grand-chose. Et surtout, il nous pose une question vertigineuse. Comment peut-on encore vivre quand ce en quoi on croyait s'effondre ? Sonia, c'est la fille du professeur et la nièce de Vania. Elle est jeune, dévouée, discrète, pas belle, dit-on, mais touchante de sincérité. Elle aime en silence le docteur Astroff, qui ne la regarde même pas. Et pourtant, elle ne s'en plaint pas. C'est elle qui tient la maison, qui travaille, qui veille. Elle ne demande rien, elle donne. Et quand tout vacille autour d'elle, elle reste debout. Elle tente d'apaiser son oncle, de réconcilier les uns et les autres. Elle n'a pas de vie à elle. Elle donne la sienne pour les autres. Sonia incarne l'abnégation. Mais Sonia n'est pas naïve. Au fond, elle sait que l'amour ne viendra pas. Elle sait que la fatigue ne cessera pas. Je veux dire la fatigue du travail quotidien, la fatigue affective et aussi existentielle. Et pourtant, Sonia continue, parce qu'elle espère. Ou du moins, elle fait semblant d'espérer. Car dans son dernier monologue, quand elle affirme que le repos viendra, que leur souffrance trouvera un sens, on sent une tension en elle, comme si au fond elle se mentait à elle-même. Est-ce que son monologue est une vraie foi ou seulement une dernière défense contre le désespoir ? Aujourd'hui encore, Sonia existe. Elle est l'aide-soignante, elle est la mère de famille, la sœur, la collègue, qui porte les autres à bout de bras sans rien attendre. Mais combien de Sonia sombrent en silence ? Combien s'épuisent à tenir debout pour les autres sans jamais qu'on les remercie ? Sonia nous pousse à regarder ces héros invisibles et à nous demander jusqu'où on peut tenir pour les autres sans finir par s'oublier soi-même. Le professeur Serebriakov, c'est l'homme qui a tout eu. L'intelligence, la carrière, la reconnaissance. Mais au moment où la pièce commence, il est vieux, il est fatigué, plaintif. Il revient au domaine comme un roi déchu. Je veux dire par là qu'il se comporte encore comme un roi jusqu'à exiger qu'on l'adore encore. Mais il n'a plus d'autorité réelle. Plus personne ne le suit et plus personne ne l'admire. Serebriakov est égoïste, autoritaire et surtout aveugle.
En fait, il ne voit pas le travail et le sacrifice de Vania. Il ne voit pas l'amour de sa fille, ni la souffrance de sa femme. Il est centré sur lui-même, incapable de gratitude, lui qui pourtant en a reçu dans le passé. En fait, il n'arrive pas à se faire à son déclin. Il refuse son déclin, comme un enfant capricieux. Et quand il propose de vendre le domaine pour améliorer son confort personnel, il révèle ce qu'il est vraiment. Un homme qui a profité des autres et qui continue, même au bord de la tombe, à les exploiter. Sérébriakov est l'incarnation de l'arrogance intellectuelle, de la suffisance d'une génération qui a cru avoir tout compris et qui méprise ceux qui l'ont soutenu. Et aujourd'hui encore, il y a des Sérébriakov. Dans le monde du travail, dans celui de la culture, de la politique, des gens qui récoltent les fruits d'un système que d'autres font fonctionner, des gens qui, à force de parler, ont oublié d'écouter, jusqu'à faire fi du réel. Mais derrière son arrogance hautaine, derrière sa supériorité méprisante, il y a aussi une peur. C'est la peur de vieillir, de ne plus compter pour personne et de disparaître. Et c'est peut-être cette peur, au fond, qui le rend si dur. Il sent que sa vie lui échappe et il se crispe. Il se défend comme il peut. Sérébriakov est un personnage antipathique. Mais il est aussi un avertissement. Il nous rappelle que le pouvoir sans écoute mène à l'isolement et que l'intelligence sans cœur devient vite une prison. Yelena, c'est la jeune épouse du professeur. Belle, silencieuse, énigmatique. Elle n'a rien à faire dans cette maison de province. Elle s'ennuie profondément. Elle dit ne pas savoir quoi faire de ses journées. Elle refuse même d'aider Sonia dans le travail du domaine. Tout lui semble vide. Yelena est désirée par tous. Vania l'aime, le médecin de campagne Astrov aussi. Mais elle ne les aime pas vraiment. Elle se laisse approcher, puis elle recule. Elle joue parfois avec eux, mais sans vraie intention. Je veux dire par là qu'elle joue avec le désir des hommes. Elle crée de la proximité, puis elle se ravise. Elle fait ça surtout par ennui, par curiosité aussi, et par besoin de sentir qu'elle existe encore, et qu'elle a encore de l'emprise sur le cœur des hommes. Elle joue aussi avec les limites. Elle s'approche, mais elle ne dépasse jamais la ligne. Elle ne trahit pas son mari. Elle ne va jamais jusqu'au bout. Mais en jouant sur le fil, elle crée malgré elle de la confusion, des tensions et des blessures. Et en jouant avec les limites, les siennes et celles des hommes qui lui tournent autour, elle joue avec ses propres émotions. En fait, Yelena est une femme prise au piège d'un mariage sans amour et d'une vie sans but. Et au fond, elle s'imagine peut-être se libérer et changer de vie. Du moins, elle fait semblant d'espérer, mais en réalité, elle n'en sort pas. Yelena incarne l'ennui dans cette pièce. C'est pas un ennui passager, mais un ennui existentiel. Un ennui qui ronge, qui épuise et qui fige. Il y a du mouvement en elle, mais c'est une impulsion stérile. Yelena est ce repli tranquille qui tue lentement. Dans la pièce, elle représente toutes ces personnes qui vivent une vie qui n'est pas la leur, par peur de la rupture. Et en la découvrant, elle nous pousse à cette question. Qu'est-ce qui nous empêche de partir? Qu'est-ce qui nous empêche de choisir et d'oser? Vous l'avez compris, Oncle Vania, c'est la pièce des regrets et des silences, dans une tension permanente.
C'est la pièce des vies qui n'ont pas complètement échoué, mais qui n'ont jamais vraiment commencé. Chacun cherche du sens, de l'amour, de la reconnaissance, mais chacun, d'une manière ou d'une autre, échoue. Mais encore une fois, Tchekhov ne juge pas. Il montre. Comme j'aime le dire, il nous offre un miroir. Et ces personnages sont peut-être au fond certains d'entre nous. Je retiens aussi que cette pièce nous alerte sur un point essentiel. Le danger de se sacrifier sans conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et de m'avoir accompagné dans l'univers d'Oncle Vania. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de découvrir cette pièce. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une nouvelle vidéo.